Donc on est parti en Corée du Sud pour participer au JO. Je me rappelle que la première course qu'on a faite, on avait tellement d'avance qu'on ne pouvait pas lire les numéros de voile que le deuxième était loin. On a enchaîné les places de premier et il y avait 7 courses en tout. Donc on les a explosées, quoi. Sur les 7 courses, on avait gagné au bout de la 6e. C'est-à-dire qu'on a laissé les autres se battre pour la 2e et la 3e place. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste Chebassier et j'écris à la main les 30 249 noms des médaillés olympiques depuis 1896. Cette grande fresque fera une fois terminée 130 mètres de long et je rajouterai pendant les Jeux de Paris 2024 les noms des nouveaux médaillés olympiques. Et pour la première fois, j'ajouterai aussi ceux des médaillés paralympiques dont la base de données n'existe malheureusement pas. Je souhaite rendre hommage à travers ce projet artistique à tous ces athlètes qui s'engagent et donnent tout ce qu'ils ont pour vivre l'aventure des Jeux. Ils consacrent ce qu'ils ont pour moi de plus précieux, leur temps. J'ai longtemps écrit le nom de personnes décédées, et une fois le nom du premier médaillé encore en vie inscrit, j'ai eu envie de partager ce moment d'écriture avec les vivants. Vous écoutez le podcast Amateur, qui vous partage dans chaque épisode ma discussion avec un médaillé olympique que je rencontre chez lui ou par téléphone pour écrire son nom en sa présence, et qui me raconte son histoire, celle de sa médaille et celle de son sport. Je découvre que ces médaillés ont tous un point commun avec vous, auditeurs. L'amour du sport. Ce sont donc, comme vous, des amateurs. Et pour cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Yves Lederoff, marin breton, champion olympique de voile en tornado, un type de catamaran, aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 avec son coéquipier Nicolas Hénard. Il nous raconte son amour de la voile et de ce sport de pilotage, leur domination pendant la compétition, puis sa reconversion professionnelle dans le même univers, avec pour but d'aider à développer son sport préféré et de former les champions de demain. Bon, moi, je suis Jean-Yves Lederoff. Voilà, je suis breton, originaire de Carantec. Donc, j'ai commencé à faire du bateau avec mon grand-père et mon père à l'âge de 5 ans. Donc, on est sur un bateau à voile à la pêche en baie de Morlaix. Et après, il a fallu une annexe pour aller sur le bateau à voile. Et mon père a acheté un optimiste. Un optimiste, donc, c'est un bateau pour les jeunes où il y a de la compétition voile. Donc j'ai fait un stage d'initiation en vacances de Pâques sur l'annexe qui a servi en fait d'optimiste de voilier débutant pour débuter la voile. Et comme le championnat du monde de la série optimiste avait lieu à Carantec au moment où j'y étais, en juillet de la même année, donc en 68, j'ai participé à mon premier championnat du monde à Carantec. Donc ensuite, je me suis entraîné, j'ai progressé et donc j'étais en équipe de France de optimiste. Donc c'est la délégation française qui va sur les championnats du monde en 69, 70, 71 et 72. Ok. Voilà, ça c'est mes premiers pas en compétition voile. Et donc ça c'est en junior ? Minime. Minime. Les Ok. minimes, ouais. Donc j'avais 10 ans quand j'ai commencé la compétition. Oui. Donc de 10 ans jusqu'à 15 ans, quoi. Donc chaque année, je faisais les sélections nationales et ensuite il y avait les 5 meilleurs Français qui allaient au championnat du monde. Mais bon, là sur cette série-là, mon meilleur résultat, je crois que ça a dû être 21e. Voilà. C'est une série pour les minimes qui est très dynamique, toujours. Énormément de participants et énormément de pays qui participent. C'est vraiment une bonne expérience pour les tout jeunes, quoi. Ah, donc à 10 ans, vous avez rencontré des gens de plein de nationalités différentes. Et... Ah, c'est excellent, ça. Ouais. Le championnat du monde en 68, c'était à Carantec, donc dans mon pays. Ensuite, ça a été en Angleterre, à Stoke Bay, de mémoire. Donc c'est à côté de Southampton. Ensuite en Espagne, à Renis de Mar, donc à côté de Barcelone. Ensuite en Allemagne, alors je crois que sur un lac à côté de Lübeck, Krechmühlen, je crois. C'est là que j'ai fait mon meilleur résultat d'ailleurs. Donc j'avais pratiquement 15 ans. Donc ensuite la carrière elle a été poursuivie sur un bateau plus grand. Donc j'étais cadet. Donc c'est le Mote Europe. Donc c'est un bateau solitaire. Pareil, hein, j'ai été sélectionné au championnat du monde. Et mon meilleur résultat, c'est 6e. Donc j'ai commencé en 74. En 74, j'ai été champion national, donc champion des Français, quoi. Alors que j'étais seulement cadet. Que vous aviez que 15 ans. Un peu plus, 16, 17. Donc cadet, voilà, donc j'avais battu des seniors qui avaient été champions du monde de la série, quand même. Donc, c'était à l'époque un bon exploit de ma part. Voilà, après, il a fallu finir le bac. J'ai fait mon service militaire. Donc là, je suis passé junior. J'ai dû participer au championnat de France junior. J'ai dû faire un podium de 3e.
J'ai fait la sélection aux Jeux Olympiques de 1980. Moscou, Moscou, ouais. Et donc la voile était organisée à Tallinn, en Estonie. Mais par contre, la Fédération française de voile avait boycotté les Jeux de 80. Donc la sélection française, je suis arrivé 4e, je crois. Il n'y a qu'un représentant par nation et par support olympique en voile qui va au JO. Même s'ils ont le niveau, il n'y a qu'un représentant. Un bateau par nation. Ok. Donc là, c'était la série sur laquelle je pratiquais, c'était le 470, qui est toujours olympique maintenant, mais mixte. À l'époque, il était seulement garçon. Donc ça, c'est les années 80. Ensuite, j'ai fait mes études au Krebs de Dinard pour être prof de sport, pour faire simple, c'est prof de sport. Et en même temps, je continue à faire de la régate en 470. Et ensuite, j'ai eu mon premier poste à Brest, poste d'enseignant, de PS, et responsable de la section sportive, sport-études de Kerichen à Brest. Donc là, c'est le rêve, quoi, hein, quand on est jeune prof. Pour entraîner des jeunes comme moi, j'avais pu l'être dans des conditions meilleures, puisque leur emploi du temps est aménagé pour qu'ils puissent s'entraîner. Et du coup, ça s'est aménagé comment? C'est-à-dire que le programme de la semaine, c'était le lundi soir, entraînement physique, le mardi midi, entraînement physique, piscine, quand on allait à la piscine. Ensuite, le mercredi après-midi, c'était libre pour aller faire de la voile. Le jeudi, entraînement physique à midi ou voire le soir. Le vendredi après-midi, libre pour faire de la voile. Et le week-end, samedi, dimanche, entraînement voile avec seulement un week-end de libre par mois. Ah oui, c'est intense. Ah oui, c'est intense, oui. C'est des entraînements intenses. C'est intense pour vous aussi, du coup. Pour le prof, il faut être présent, oui. Donc, on s'occupe de jeunes qui sont en lycée, donc de seconde terminale, qui préparent le bac et qui s'entraînent de manière intensive et qui participent aux compétitions. Quand je les amène en compétition, je continue à pratiquer sur laser. Donc, c'est un bateau solitaire en laser qui est maintenant série olympique pour les garçons. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les années 80, 84. J'ai eu mon service militaire en 79, ouais, c'est ça. Et donc, à un moment donné, la Fédération française de voile a souhaité créer une équipe en Tornado. Tornado, c'est le catamaran olympique. Ouais. Et pour cela, en fait, ils avaient sélectionné des jeunes. Et parmi ces jeunes, il y avait mes élèves. Des élèves et d'autres élèves de sport-études que je battais régulièrement en régate, quoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Donc j'ai postulé aussi pour faire partie de l'équipe que la fédération voulait mettre en place en Tornado. Et c'est ainsi que j'ai commencé, en fait, avec mon coéquipier Nicolas Hénard, qui avait fait sport-études aussi à Boulogne, à Wimereux, à pratiquer le Tornado. Donc c'était en janvier 86. Ok. Vous voyez, janvier 86 et les Jeux, c'était en 88. Ouais. Et donc la fédération s'était donné comme objectif d'avoir une médaille aux Jeux 92, parce que pour faire une préparation olympique, et à ce niveau-là, à plus haut niveau, il faut quelques années avant d'arriver au top niveau, quoi. On dit souvent qu'il faut au moins 10 ans. Mais nous, on a commencé en janvier 86 et on a fini en octobre 88 avec une médaille olympique. Ok. Donc c'est un parcours rapide. Ah, carrément, ouais. Express. Et donc, on a eu une opération commando. Donc, quand j'ai posé ma candidature, moi, j'avais posé des conditions, si on peut dire. Déjà, il fallait avoir un bon niveau international, ce que j'avais. J'avais une bonne expérience sur différents supports au niveau international. J'avais demandé à ce que je garde le poste de prof responsable de sport-études à Brest, avec du temps pour m'entraîner. Donc, il fallait quelqu'un qui me remplace pour assurer les entraînements. Ok. Et que je retrouve donc ce qui me permettait sur le plan professionnel, si on peut dire, d'assurer mon avenir professionnel, quel que soit le résultat, au JO. Donc on a fait une préparation olympique en express et de manière très très intensive pour faire des bons résultats, puisque en juillet, juste avant les JO, en juillet 88, à Tallinn justement, sur l'ancien site olympique pour les Jeux de Moscou. Il y avait le championnat du monde de Tornado, et là, on a fait deuxième, juste avant les JO, en fait. Bon, donc on s'est dit qu'on était quand même assez en forme. Donc on est parti en Corée du Sud, donc à Busan, pour participer aux JO. On a fait une préparation très pointue sur place, parce qu'on a amené plein de matériel qu'il a fallu tester sur le plan d'eau des JO.
pour avoir le bon matériel en fonction des conditions qu'on allait rencontrer. Donc matériel, on pense à quoi? Le bateau, c'est les coques, les voiles, le mât, le safran, des rives. Donc, la voile, c'est un sport de pilotage sur des engins. Et l'engin, c'est comme une voiture. Vaut mieux avoir une Ferrari qu'une 2 chevaux. Donc, il faut qu'un bateau soit bien réglé, donc le matériel bien choisi, pour qu'il aille le plus vite possible. En tout cas, au moins aussi vite que les concurrents. Et donc ça s'adapte vachement à l'environnement, le lieu où on est, le plan d'eau. Donc ça nécessite une préparation un peu technologique du bateau, avec des mesures systématiques de tout le matériel, pour pouvoir ensuite, avec un carnet de réglage, choisir le bon matériel pour le type de vent. Ok, donc le mât, les voiles, voilà. On vient avec tout le matériel, on fait les tests dans différentes conditions météorologiques. Voilà. Et le jour de l'épreuve, en fonction de telles conditions, on va choisir tel... Sauf que le matériel, on le choisit avant le début de la compétition. Ensuite, il est jaugé, il est mesuré pour savoir s'il est conforme. Et ensuite, on le garde pendant toute la durée de la compétition. Donc, il ne faut pas se tromper quand même. Oui, donc c'est quand même compliqué de prévoir les conditions météo. Oui, non, parce que il y a des stats en termes de météorologie. Donc, et puis, on avait déjà navigué sur le plan d'eau, donc on savait à quoi s'attendre, quoi. Ok. Un an avant chaque Jeux Olympiques en voile, il y a une épreuve test, on appelle ça un sport event. Et donc, ça permet de naviguer sur le plan d'eau des JO. Donc, et donc de mieux le connaître. Et là, on n'a pas fait de détails, puisque on a gagné avant la dernière épreuve. Puisque en voile, il y a plusieurs courses. Okay. À l'époque, il y avait une course par jour. Maintenant, il y en a plusieurs par jour. Mais maintenant, à l'époque, c'était des grands parcours avec une course par jour. Maintenant, c'est des petits parcours avec plusieurs courses dans la journée. Okay. Ça, le format, il a un peu changé. Donc, je me rappelle que la première course qu'on a faite, on avait tellement d'avance en tornado qu'on ne pouvait pas lire les numéros de voile. Les numéros tellement ils étaient loin. Que le deuxième était loin. On avait même chronométré, je crois qu'on a dû avoir une avance de 2 minutes 15 la première course. Ah ouais. Donc les courses duraient à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc on a enchaîné les places de premier. On a fait premier, deuxième, premier. Donc et il y avait 7 courses en tout, avec une journée de repos 2 jours avant la fin. Ok. Donc on les a explosés, quoi. On les a explosés, ouais. Ah ouais, c'est une belle victoire. Donc sur les 7 courses, on avait gagné au bout de la 6e. C'est-à-dire qu'on a laissé les autres se battre pour la 2e et la 3e place. Et vous avez quand même navigué? Non, on est resté à terre. C'est comme à la pétanque quand on lâche les boules devant. Donc là, on est courtois. Hein. Nous, on avait gagné. Donc on laisse le podium se faire tout seul, quoi. Ok, donc c'est plus par humilité, on se met pas... pour pas qu'il y ait d'influence sur le classement de la 2e et la 3e place. Ah, c'est intéressant, ok. Voilà, donc on les a laissés faire pour qu'ils se battent. Donc mon coéquipier, il s'appelle Nicolas Hénard, donc il a fait un parcours sport-études aussi, sachant que moi j'ai fait une terminale en sport-études à Brest. Ok. Donc j'ai fait ma terminale en sport-études à Brest, et 3 ans après, j'étais prof du sport-études où j'avais été élève, quoi. Et donc, et sur mon parcours professionnel, ce qui est notable aussi, c'est que lorsque j'ai fait mes études au Crêpes de Dinard, c'était les années 79, 80, 81, donc j'ai commencé à bosser en 81, et en fin de carrière, j'ai été directeur de l'ancien Crêpes de Dinard pendant 2 ans et demi. Donc vous avez vraiment été dans un secteur que vous avez vécu à chaque fois en tant qu'étudiant, ouais, et dont après vous avez pris l'autre côté, quoi. Ouais. Donc j'étais sur ma carrière professionnelle entraîneur national pour préparer les JO de Barcelone et les JO de Sydney, donc comme entraîneur national voile. Ok. Et il y a eu des médailles? Non, j'ai pas fait de médaille en tant qu'entraîneur. Enfin, j'ai fait des médailles aux Championnats du monde. On a un titre champion du monde en Europe avec une équipe de filles, une place de 3e. Mais à Sydney, le coureur que j'entraînais, il n'a pas fait les performances pour être au niveau. Et donc, il n'a pas été sélectionné. Donc, je me suis retrouvé pour les Jeux de Sydney libre. Complètement libre. Et ensuite, pour finir ma carrière dans la fonction publique, donc j'ai été directeur du Crêpes de Dinard, mais aussi directeur adjoint, 4 ans, et directeur, pour finir,
de l'École nationale de voile et de sport nautique, où on s'était beaucoup entraîné aussi, parce qu'il n'y a qu'un établissement public comme ça en France, à Saint-Pierre-Quiberon, et on s'est beaucoup entraîné dans cet établissement quand on faisait du tornado. Ok. Donc là, je me suis retrouvé directeur adjoint et ensuite directeur de cet établissement, alors que j'avais été coureur pour s'entraîner sur ce site. Donc j'ai eu une carrière sportive en voile, et en même temps une carrière professionnelle en voile, dans mon domaine de prédilection, voilà. Donc Sympa. c'est sympa, ouais. C'est un métier passion, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais là, quand même, j'avais bien manœuvré. C'est bien visé. Moi, je me demandais, j'avais plusieurs questions. La première, c'était, est-ce que du coup, parce que vous m'avez parlé un peu c'est un bateau modulable, quoi, j'ai l'impression. On prend le mât, la voile, la coque. Ça dépend des supports olympiques. Et ça Ok. dépend de la règle en fonction de l'utilisation de ce support. Mais en tornado, on pouvait choisir son matériel. Ok. Tandis que maintenant, sur certains supports, par exemple le laser est fourni par l'organisation. Donc on n'a pas le choix, quoi. Donc tout le monde utilise en fait le même laser. Ouais. Ok. Tandis qu'en tornado, en fait, tout le monde achète le même matériel, puisque il y a des chantiers qui sont plus ou moins performants. Ok. Et donc le bateau qu'on a utilisé, nous, c'était un bateau Marström suédois, avec le dernier cri en termes de construction en matériaux composites. Ok. Donc j'avais un bateau qui était en forme idéale et surtout en rigidité. Voilà, donc c'était le top à l'époque. Ok. Et vous lui avez donné un nom? Comment il s'appelait? Super Bigou, je l'ai acheté. Super Bigou? Ouais. Donc ici, j'habite maintenant à Loctudie, c'est Pays Bigoudin. Ouais. Et donc le Pays Bigoudin, il y a une BD qui s'appelle Super Bigou. Donc Ok. c'est une bigoudaine qui boit du startigène. Donc le startigène, c'est un carburant pour se donner de l'énergie et qui est toujours en lutte contre les méchants glaziques. Les glaziques, c'est des gens de Quimper. Voilà. Et donc il y a toujours les conflits de voisinage. Voilà. Donc cette BD m'avait plu. J'avais proposé d'appeler le bateau Super Bigou. Ok. Ok. Je me demandais parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas souvent le nom des bateaux par rapport à d'autres grandes régates où ça apparaît presque avant le skipper, quoi. Oui. Non, mais de toute façon, à l'époque, nous, on était purs amateurs. Hein. Donc, j'étais dans les bonnes conditions pour pouvoir m'entraîner, puisque j'ai un poste assuré sur le plan professionnel, Ouais. du temps pour m'entraîner, puisqu'il y a eu un remplaçant pour assurer les entraînements physiques et les entraînements de voile. Mais j'avais gardé la responsabilité du poste. Et donc, quand je revenais des entraînements, je supervisais le sport-études. Donc voilà. Et donc, sur ma carrière professionnelle, après sport-études, je suis arrivé à Brest, et après la médaille, j'ai annoncé que je voulais créer un centre d'entraînement voile à Brest. C'était fait. Donc, le sport-études est devenu un centre d'entraînement voile avec le sport-études à Kérichen, dans un lycée. Ensuite, le sport universitaire, parce qu'il y a une université à Brest. À l'époque, il y avait le service militaire, donc il y avait des appelés qui faisaient leur service militaire à Brest, et ils avaient toutes des après-midi pour faire de la voile, pour s'entraîner. Donc, on avait donc des lycéens, des étudiants, des appelés du contingent pour le service militaire, et des conventions avec les écoles supérieures, comme Subdeco, ou bien l'INSA à Rennes, l'INSA Lyon, où là, il y avait des aménagements d'emploi du temps pour que les étudiants puissent s'entraîner et pratiquer la compétition. Donc là, je me suis occupé de créer ce centre d'entraînement à Brest, après la médaille. Donc, c'est sûr qu'avec une médaille olympique, c'est plus facile. Hein. Ça permet d'être crédible, mais par contre, il ne faut pas dire de bêtises, quoi. Donc, voilà, carrière professionnelle. Donc, on a créé le centre d'entraînement à Brest, qui est devenu un pôle France. Donc, les pôles France, c'est les centres d'entraînement qui sont installés partout en France pour entraîner les sportifs qui préparent les compétitions à plus haut niveau, quoi. Les pôles France. Donc un peu comme l'INSEP et... Oui, c'est ça, oui. Enfin, à l'INSEP, il y a des pôles France. Ok. Oui, l'INSEP, c'est la maison mère, quoi. Ok. La sélection, du coup, vous avez concouru contre vos élèves. C'était ça, hein? Oui, et mes élèves, ils étaient bons. Hein. Ils s'étaient bien entraînés. Et donc, la sélection olympique a été extrêmement difficile pour nous, hein, et pour eux aussi, d'ailleurs, parce que ça se jouait à très peu de choses. Donc, les élèves, donc c'était Faou, Michel Faou, avec un équipier Yvon Kernec, qui faisait aussi du laser,
et qui était dans l'équipe avec nous. Donc on s'est tout le temps entraîné ensemble. Et après, il a fallu se battre pour savoir qui allait aller au jeu. Donc là, ça a été hard, puisqu'on était à peu près du même niveau. On a réussi à les battre in extremis à la dernière sélection, puisqu'il y avait plusieurs épreuves sélectives. Ouais. Et ensuite, quand on a été sélectionnés, ils sont devenus notre partenaire d'entraînement. Ok, ils sont restés pour vous challenger. Voilà. Parce qu'en fait, en voile, comme c'est un sport matériel, un sport pilotage, il faut avoir une référence à côté de soi pour savoir si on va vite ou pas vite. Hein. Donc, on a besoin d'un partenaire d'entraînement pour régler le bateau. Donc, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, ce que vous dites, c'est que c'est une vitesse relative. Elle ne dépend que des concurrents, quoi. En fait, il faut avoir un matériel qui va vite, et ensuite, il y a le jeu de la régate. Ouais. Le jeu de la régate, c'est prendre en compte l'environnement, c'est-à-dire le vent, la force du vent, la direction du vent, les déviations du vent, et sur l'eau, l'état de la mer, la force du courant, la direction du courant. Et donc, tout cela, il faut intégrer, observer, et ensuite faire des choix de trajectoire. Pour avoir la meilleure trajectoire, parce que c'est pas la ligne droite le plus rapide en voile, hein. C'est de tirer des bords, avoir un parcours qui tient compte justement des variations du vent et du courant pour aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Donc c'est pas la ligne droite. Okay. Oui, donc votre course, c'est une ligne droite, enfin dans l'idée, point A, point B, ou c'est point A, B, C, D, E, F Entre le point A et le point B, il y a plusieurs façons d'y aller. Ouais. Et la manière dont il faut aller le plus possible, ça dépend des conditions extérieures, en fait. Du vent, la direction du vent, la force du vent. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas de vent à un endroit, il ne faut pas y aller. Ouais. Il vaut mieux aller là où il y a le plus de vent. Lorsqu'il y a du clapot, alors que la mer est agitée, on va moins vite. Donc il faut essayer de trouver des endroits où la mer est plus plate, quoi. Pareil au niveau du courant, hein, si on a le courant en face, on ralentit. Ouais, forcément. Voilà, donc il faut aller là où il y a le moins de courant. Le mieux, c'est d'avoir le courant avec soi. Ok. Et comment vous aviez choisi les binômes au départ ? Alors, il y a eu des tests par la Fédération française de voile, et c'est l'entraîneur qui s'appelle Jean-Pierre Salou, qui nous a entraînés, qui a fait ses choix, quoi, en fonction de notre parcours en compétition et en fonction de notre profil psychologique, pour savoir si elle était compatible pour que je puisse naviguer avec un nordiste, un chi. Donc voilà, donc là, c'est bien passé. D'ailleurs, on est restés toujours amis et on fait, comme j'ai un bateau de croisière maintenant, on fait chaque année une semaine de croisière ensemble. Donc avec mon coéquipier de 88 et avec l'entraîneur de 88. Ah ouais, vous avez gardé ce lien-là C'est sympa, ouais. Ah, c'est cool. Ouais, sur le même bateau, donc on va naviguer ensemble, quoi. Ouais, ça, c'est sympa à faire. Voilà, donc c'est une belle histoire, je trouve. Ah ouais, carrément, c'est beau. Et vous faites ça aussi avec vos élèves ? Avec d'anciens élèves, par exemple, ou quand vous avez accompagné en 92 ? Non, mais c'est vrai qu'on aime bien savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ouais. Donc, quand je me suis occupé de la section sport-études longtemps, après le centre d'entraînement, j'avais fêté les 20 ans de la structure. Ouais. Et donc, j'avais fait une recherche pour savoir, promo par promo, qu'est-ce qu'étaient devenus les élèves. Donc, la plupart, d'ailleurs, ont réussi à la fois sur le plan professionnel et sur le plan sportif. Il y a eu peu d'échecs, en fait. La plupart. Donc, j'avais eu 80% de réponses. Donc, les stats sont bonnes qu'en gros. Mais en gros, ils ont réussi leurs études et en même temps, ils ont continué à pratiquer leur sport. Ah, donc c'était un succès du sport-études, en fait. Donc, ouais, c'est cette opération, en fait, ce système-là marchait plutôt bien. Et donc, ça existe toujours. Hein. Et donc, les centres d'entraînement, les pôles France, aujourd'hui, en France, sont chargés justement de trouver des solutions pour que les sportifs puissent poursuivre leurs études, ouais, ou même avoir un métier, et en même temps faire leur sport. Donc voilà, donc en France, on est quand même bien accompagné sur ce point-là. Oui, parce qu'il y a toujours ce sujet de l'amateurisme, en fait, Oui, mais à ce niveau-là, l'amateurisme, c'est subjectif. Hein. Enfin, ouais. Puisque on est pratiquement détaché à plein temps pour s'entraîner. Oui. Voilà. Moi, j'étais responsable du sport-études,
mais à plein temps sur le tornado. Oui, puisque j'avais un remplaçant qui est chargé d'assurer le quotidien. Même si on peut garder la responsabilité du poste, on était à fond dans l'entraînement, quoi. Donc vous voyez que la préparation olympique de 88, ça a été de janvier 88 à octobre 88, donc 2 ans et demi, quoi. Donc c'est extrêmement rapide. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui fait du coup pour les Jeux Olympiques qu'on a du laser ou du tornado, pardon, et pas d'autres types de bateaux? Donc comment on sélectionne ça? Et est-ce que ça veut dire qu'un jour on pourrait voir les énormes bateaux du Vendée Globe aux Jeux Olympiques par exemple? Ça dépend de la fédération internationale, mais qui est assez conservatrice. Donc l'évolution de la voile est quand même très importante en ce moment, puisqu'il y a des foils. Ouais. Donc là, il y a eu déjà une évolution, puisque il y a le choix des séries olympiques par la fédération internationale, qui est important. Donc en fonction de ces choix, les sportifs, eux, ils font des choix aussi. Est-ce qu'ils sont capables de naviguer sur tel ou tel support? Et là, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Il y a le gabarit, souvent. On voit le gabarit qui est important. En laser, par exemple, c'est plutôt des sportifs de niveau type athlète ou triathlète, avec une bonne forme physique. Et c'est 80 kilos minimum. Plus grand le mieux, puisqu'on fait du rappel en laser. Donc, pour faire du rappel, plus on est grand, plus le rappel est efficace, quoi. Okay. Donc après, il faut tenir physiquement le rappel. Donc il y a des choix à faire. Mais les choix de support se fait en fonction du gabarit, mais en fonction aussi de ses affinités, hein. Faire du solitaire, c'est pas pareil qu'en double. En double, il faut s'entendre avec un autre. En solitaire, il faut s'entendre avec soi-même. Entre un tornado qui est un catamaran qui va vite et un laser qui est un bateau de solitaire qui va lentement, c'est pas tout à fait le même jeu non plus en régate. Donc là, c'est la pratique, l'expérience sur le support qui fait qu'on fait des performances ou pas, quoi. Et ensuite, on fait des choix. Mais pour faire une préparation olympique, un des éléments essentiels, c'est d'avoir le niveau pour faire une préparation. C'est-à-dire qu'il faut avoir une expérience internationale en régate à plus haut niveau pour se lancer dans l'aventure. Faut pas croire qu'en s'entraînant tout le temps à fond, qu'on va arriver au meilleur niveau si on n'a pas eu suffisamment d'expérience justement pour progresser, quoi. Donc la voile, c'est un sport d'expérience. Et il faut essayer de naviguer sur différents plans d'eau pour acquérir de l'expérience tactique pour tirer les bons bords. Donc plus on multiplie les expériences, c'est-à-dire les situations qui deviennent typiques, on a une réaction qui devient automatique. Donc plus rapide. Plus rapide. C'est-à-dire qu'en fonction de l'observation qu'on fait, on prend des informations sur la direction du vent, l'état de la mer, les autres concurrents. On n'a pas d'ordinateur à bord, mais l'observation et l'expérience fait qu'à un moment donné, pour telle situation, il y a telle réponse. Et c'est l'expérience qui fait que on a la bonne réponse parce qu'on a vécu la bonne expérience. Ok, donc il n'y a aucune aide à la décision en fait sur le bateau. Il n'y a pas de discussion avec le coach, de talkie. Non, c'est interdit tout ça. Il n'y a même pas d'instrument de mesure sur les supports olympiques. C'est très différent de la course au large où ils ont plein de... Ouais. C'est les ingénieurs. Voilà, il y a toute une équipe d'ingénieurs, ou la Coupe América, où il y a des instruments électroniques de mesure, des capteurs dans tous les sens. Et après, c'est pratiquement, ils vont piloter l'engin avec un joystick. Ça a évolué, la voile. Mais aux Jeux Olympiques, c'est quand même, c'est l'individu qui fait la différence, on va dire. Ok. Donc vraiment, on a gardé cette essence c'est la personne qui doit accumuler l'expérience pour prendre les bonnes décisions. Oui. Et c'est un sport de décision, quoi. Donc les règles sont faites aux Jeux Olympiques pour justement éviter la surenchère technologique, et même si ça coûte assez cher comme ça. Ouais. Ok, c'est excellent. Donc c'est quand même comme sport très complet, puisqu'il faut être en bonne forme physique, il faut pouvoir avoir un minimum de connaissances, on peut dire, sur le matériel pour pouvoir le choisir. Donc il faut avoir un petit peu l'esprit scientifique quand même, parce que donc ça veut dire bien noter tous ces réglages, le faire par intuition et par déduction en fonction des essais qu'on fait sur l'eau, de le noter pour pouvoir pas se tromper la fois suivante. En moyenne, il y a combien de réglages à faire? Là, ça dépend du support, hein, mais entre une planche à voile et un tornado, déjà, c'est quand même très différent. C'est différent. Donc on a plus de réglages en tornado qu'en planche à voile.
Mais Ok. bon, par contre, moi, je dis toujours, hein, en voile, les engins, c'est qu'un support qui flotte avec une voile. Hein. Faut relativiser les choses aussi. Hein. Donc, voilà. Un bateau à voile, c'est une coque et une voile. Hein. Donc après, la coque, elle est d'une forme différente et les voiles aussi. Mais les principes, les fondamentaux restent les mêmes. Oui, la mer bouge pas et le vent bouge pas, quoi. En termes tactiques, stratégiques, c'est pareil. Et en termes de technique, c'est pareil aussi. Il y a des similitudes dans l'utilisation des différents supports en voile. Ok. Et est-ce que vous allez assister au Jeux de Paris 2024? À distance, à la télé, on va dire. J'ai reçu des invitations, mais moi, en fait, je préfère faire du sport moi-même que d'aller regarder les autres. Donc, je vais faire du bateau avec mes potes. Je fais du vélo toujours de manière assez intensive, puisque je fais à peu près 550 km par mois Ah oui. en vélo de route. Voilà. Après, j'ai mon jardin. Faut couper la pelouse bientôt, là. Je paye. Non, mais bon, après, il faut être en bonne santé, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être actif même quand on est en retraite pour rester en santé, même si j'ai eu une petite nuit de santé en octobre, donc je me suis fait un AVC en octobre, donc j'ai un peu de mal à récupérer encore. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que j'aurais regroupé toutes mes activités normales. Vélo, jardinage, bateau, enfin voilà, donc je m'occupe en retraite avec grand plaisir. Ok. Et est-ce que vous avez un message que vous voudriez adresser aux athlètes qui vont participer à ces Jeux? Un conseil? En fait, un conseil, c'est se concentrer sur ce qu'ils ont à faire et faire bien ce qu'ils ont à faire. Voilà, la compétition, c'est souvent avoir la performance par rapport à soi et par rapport aux autres, quoi. C'est d'abord vraiment se concentrer sur ce qu'ils ont à faire pour bien faire. Bon, c'est assez classique, hein, comme... Oh, petit si. C'est intéressant. Et juste une dernière question, je me demandais, du coup, vous avez parlé du plan d'eau. Donc, en tant qu'athlète olympique, est-ce qu'on a cette effervescence quand même olympique il y a l'événement, sachant que du coup, je pense que vous étiez pas au village olympique ou des choses comme ça? Nous, en Corée du Sud, on était hébergés, toutes les délégations étaient hébergées dans un bâtiment de 15 étages. Ok. Donc on pouvait côtoyer les autres sportifs, mais qu'on connaissait, puisqu'on les côtoie sur toute l'année dans les compétitions internationales. Oui, mais du coup, vous étiez qu'avec les voileux, c'est ça? Que les voileux. Ouais. Mais c'est souvent comme ça en voile, puisqu'il faut de la mer. Donc c'est souvent à l'écart des autres sports, Ok. en dehors de... Est-ce que vous pensez que ça crée une ambiance particulière ou quelque chose de... Oui, c'est vrai qu'on a tendance à rester entre voileux, quoi. Alors il y a eu des cas différents, parce qu'à Barcelone, le port olympique était au milieu du village olympique. Ah. Barcelone. Donc là, j'ai vécu ça en tant qu'entraîneur. Donc c'est plutôt que d'être le cas, parce que en Corée, donc à Séoul, c'est au centre de la Corée du Sud. Ouais. Et Busan, donc c'est le port olympique, c'était dans le sud-est de la Corée, donc tout en bas. Ouais. Voilà. Bon, par contre, on était un peu à l'écart, donc inconnus au bataillon. Donc à un moment donné, quand on a commencé à faire des résultats au début de la compétition, on dit mais qu'est-ce que c'est que ces Bretons qui marchent. Donc pendant la journée de repos, il y a eu une meute de journalistes qui a essayé de nous voir. Et là, nous, on a dit stop, ils sont pas venus nous voir avant, je vois pas pourquoi ils viendraient nous voir pendant. Donc pendant la journée de repos, nous, on s'est échappé du bâtiment de 15 étages, là, Ouais. pour aller visiter, se mettre au calme dans un temple bouddhiste dans les montagnes de Corée du Sud. Mais les journalistes nous ont pas vus. Hein. Ils vous ont pas trouvé. Ils étaient pas contents, mais bon, après on a joué le jeu, après la médaille, on a joué le jeu à fond hein, pour le retour. Mais donc c'est-à-dire que on n'est pas du tout un sport médiatique. La voile olympique, c'est quand même pas très médiatique. Par contre, ce point-là, comme le CIO a demandé, est-ce que la voile évolue pour qu'elle devienne plus spectaculaire, on va dire. Ok. Ça s'est traduit par le changement de format. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on avait des courses de 2 heures. Maintenant, c'est des courses qui durent 40, 50 minutes, 1 heure maxi, et proche des côtes. Nous, en Corée du Sud, on était au large. Il n'y avait pas un chat qui nous voyait. Hein. Donc, il y avait des bateaux spectateurs, mais qui voyaient presque rien, puisqu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher trop. Et donc, nous, on a navigué avec les concurrents qu'on connaissait, mais sans spectateurs. Nice, ok. Alors que maintenant, peut-être qu'on pourra voir depuis ça a les évolué, côtes... parce que Barcelone, par exemple, comme le port, il était sur le site, dans le village olympique, près d'une digue, là, donc on pouvait
Il y a eu des caméras qui ont été installées, donc on pouvait suivre les épreuves de voile en direct à la télé. Voilà. Donc Marseille, je crois ils ont aménagé le long de la corniche, je crois, des gradins pour pouvoir voir les compétitions voile, quoi. Pas mal. Ouais, alors ça c'est pour rendre le sport voile olympique plus médiatique. Mais ça a changé le jeu. Parce que si les courses durent 50 minutes, 1 heure, c'est du sprint. Donc on n'a pas le droit à l'erreur du moment où on part. Où on arrive, il n'y a pas le droit à l'erreur. Tandis que nous, à notre époque, la course dure 2 heures, donc c'est plus dans le temps, plus de l'endurance. Donc on a le temps de se rattraper si on fait des bêtises, quoi. Si on s'est trompé de trajectoire, on a le temps de se récupérer sur le tour suivant, quoi. Donc c'est encore plus exigeant maintenant, en fait. C'est plus exigeant, ouais. C'est le jeu qui a changé. Ok. Mais ça, le jeu, s'il change, il suffit de s'adapter. Donc vous voyez, là, il y a vos 2 noms, Nicolas Hénard, Jean-Yves Le Déroff. Et il y a vos concurrents, les Brésiliens, Clinio Freitas et Lars Grael. Et il n'y a pas la médaille d'argent, je ne sais pas trop qui c'était, parce qu'en fait, ils ont dû gagner une autre médaille avant. Donc j'ai déjà écrit leur nom. Parce que quel que soit le nombre de médailles, j'écris une seule fois le nom. Ah oui. Voilà. D'accord. Le Graal, il a gagné des médailles avant. Il s'appelait Lars. A priori, s'il est là, c'est que sa première médaille, c'est celle-là. Mais c'était un Néo Z, le deuxième, non? Alors c'est possible. Qui avait gagné l'Olympiade précédente. Voilà. Ils ont gagné en 84. Du coup, en fait, leur nom, il est sur le rouleau, mais 3-4 mètres avant, quoi. Ah oui. Parce que si vous voulez, le rouleau, si on le déplie, là, il va du mur... Donc Nicolas Hénard, il va être qu'une fois, bout de la maison. Ouais, tout à fait. Vous le mettez en 88 en 88, avec vous. D'accord. J'écris que la première médaille, en fait. D'accord. Michael Phelps, 28 médailles, il y aura sans doute qu'une fois, au début. Donc là, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, quoi. Malheureusement, ça m'arrive, mais bon, c'est le jeu. 30 000, c'est beaucoup. Mais on les corrigera après. Alors, on dit le Déroff, ça veut dire le chêne en breton. Le chêne? Le chêne. Solide. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette rencontre avec Jean-Yves Le Déroff et la voile vous a plu. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cet amoureux de la mer breton qui a fait en sorte de consacrer sa vie à cet amour qu'il avait pour l'eau salée. Vous pouvez découvrir d'autres histoires de médaillés olympiques sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le projet artistique amateur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast à vos proches et aux amoureux du sport, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble, pour votre temps, et je vous dis à bientôt.